quelques kilomètres de Montréal. Ça fait maintenant 13 ans que je suis là. Et avec mon équipe, on a développé un projet qui s'appelle le Pôle, qui vise à, en fait, qui permet à la danse de rayonner sur tout le territoire par l'entremise de partenariats avec des diffuseurs pluridisciplinaires, avec des diffuseurs spécialisés, avec des municipalités, des musées, des centres d'art, bref, beaucoup de monde qui permet aux artistes d'être présents sur notre territoire. Qu'est-ce qui est au cœur de notre travail à la corporation Hector Charland et au cœur de mon travail en général? C'est la rencontre. Donc, la rencontre entre les artistes, le public, les diffuseurs, toute cette belle gang-là, avec un but commun hein, de diffuser des spectacles, parce que je suis diffuseur de spectacles. Mais on pense que cette rencontre-là va bien au-delà de la diffusion. Et je vois plusieurs de mes collègues ici qui font beaucoup de choses en ce sens-là. Bravo à tout le monde. La rencontre peut donner plusieurs résultats en amont, au niveau du soutien, tout ça. Et aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir une première rencontre avec 4 artistes tunisiens dans le but de tisser des liens. C'est ça l'objectif. À travers cette pandémie qui a de l'air à se prolonger, à pu finir, on a besoin de se rattacher aux vraies choses. Les vraies choses, pour moi, présentement, c'est vous devant moi. Ce sont les artistes, la création, et c'est de faire ce qu'on est encore capable de faire le mieux, de créer tous ensemble. Alors, quand la Danse sur les routes m'a approchée pour animer cette table ronde, j'ai accepté à une condition, de le faire avec mon nouvel ami, Selim Ben Safia, qui dirige l'association Al-Badil à Tunis et qui est l'initiateur du Festival des premières chorégraphiques. Alors, pour nous présenter ces nouvelles sonorités orientales mais universelles, je lui cède la parole à l'instant. Merci à Annie-Claude. Moi aussi, je suis très heureux de vous voir, de vous revoir. J'ai l'impression de voyager encore au Québec. J'ai l'impression que c'était hier que je vous ai laissé à Parcours Danse et à Québec avec Steve, Pierre-David et l'ensemble du gang, comme vous dites au Québec. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Selim Ben Safia, je suis chorégraphe et je suis le fondateur et le directeur artistique de l'association Al Badil en Tunisie. Al Badil, je vous fais un petit cours d'arabe rapide. Al Badil veut dire l'alternative en arabe. Ce que nous proposons, ce sont des solutions alternatives pour diffuser l'art et la culture en Tunisie sur l'ensemble du territoire. La Tunisie fait environ 24 gouvernorats. Beaucoup de choses existent sur la capitale, mais encore peu de choses pour la culture en termes de scène artistique, de lieu de diffusion sur l'ensemble du territoire. Et notre travail, c'est justement de diffuser, de produire des œuvres artistiques et de les diffuser sur l'ensemble du territoire. On a été un peu comme vous, j'imagine, fortement touché par la crise sanitaire qui a empêché la mise en place de beaucoup de nos projets à Tunis. On travaille énormément avec des partenaires internationaux. Alice a cité le programme Archipel que nous on porte à Tunis, donc avec Steve Huot et Ivan Alexandre en France. Ce projet a été reporté pour une date ultérieure. Les festivals que nous organisons ont été reportés. Et l'ensemble de ce que nous avons fait toute cette année a été soit annulé, soit reporté. Et du coup, on a voulu persévérer, se résilier, à se dire il faut qu'on arrive à faire des choses, des nouveaux ponts avec nos partenaires, mais aussi de trouver des solutions pour les artistes tunisiens, parce que le ministère des Cultures et le gouvernement actuel ne trouvent pas de solution pour ces artistes. Et en tant que société civile et structure, nous devons trouver des solutions alternatives, donc El Bedil, pour ces artistes. Nous avons donc mis en place ce festival, cette première édition, le festival des premières chorégraphiques. Donc, quand j'ai annoncé le lancement de ce festival, on m'a traité de fou parce qu'on m'a dit mais comment tu lances un festival en pleine crise sanitaire? C'est vrai que la folie, on va dire, mène beaucoup de nos projets. On a souhaité lancer ce festival, qui est un festival solidaire avec les artistes et avec l'ensemble des entrepreneurs du spectacle et les travailleurs du spectacle vivant, pour permettre aux artistes tunisiens, dont vous allez voir une partie aujourd'hui, 4 d'entre eux aujourd'hui, de diffuser une première de leur nouvelle création. Cette première de leur nouvelle création doit être diffusée
pour leur permettre également d'obtenir des subventions de la part du ministère de la Culture. Donc, la diffusion de ces premières est nécessaire et même vitale pour la continuité de leurs travaux et de leurs projets. C'est pour cette raison que nous avons décidé à Albedil d'initier ce festival des premières chorégraphiques, malgré la pandémie, en nous disant, au pire, il y aura 3 personnes du ministère de la Culture présents dans la salle et on pourra rediffuser les œuvres sur le net. Mais pouvoir se dire que nous pouvons enfin revivre et revoir du spectacle vivant était pour nous primordial. Et nous avons imaginé des tables rondes à Tunis avec des professionnels tunisiens, étrangers. Avec cette crise, aujourd'hui, c'est pas possible, il est quasi impossible de pouvoir voyager. Et avec donc, du coup, Pierre David, nous avons imaginé cette table ronde virtuelle. Et j'en suis très heureux parce que je me dis que je pense qu'une une table ronde comme celle-ci n'aurait très difficilement pu voir le jour en vrai s'il n'y avait pas de pandémie. Donc je suis très heureux de lancer cette table ronde et de vous présenter mes amis et collègues artistes ici présents. Et je redonne donc la parole à Annie-Claude qui va co-animer avec moi cette table ronde pour les premiers échanges. Merci Céline, bravo encore pour cette initiative incroyable. Alors, ben, écoute, je propose qu'on commence déjà avec notre première artiste. Je vous explique un peu comment j'ai pensé mes questions. Je ne voulais pas vous faire une biographie détaillée de chaque artiste parce que j'avais envie qu'elles-mêmes se présentent puis y aillent un peu dans la direction qu'ils souhaitaient aller. Alors, je commence avec Oumaima Manaï. Oumaima, vous avez une solide formation et une belle carrière en danse qui vous a amené à l'étranger par le passé. Vous êtes à la fois interprète, chorégraphe, enseignante et très engagée en Tunisie, votre pays natal. Dans cette nouvelle création solo intitulée MB10, de quel genre de femme souhaitez-vous nous parler, sachant que celle-ci a souvent été au cœur de vos projets? Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de voir autant de monde, même sur Zoom. J'espère bientôt en direct, en live. C'est une question très délicate parce que je me retrouve à traiter dans plusieurs de mes projets la femme. Directement ou indirectement, c'était pas un choix dès le début, mais je me suis retrouvée, disons par faute, à parler essentiellement de la femme. Premièrement parce que je suis femme et j'interprète tout le temps dans mes pièces et j'ai fait pas mal de solos. Et surtout parce que je suis aussi engagée sur plusieurs projets voilà, en tant que femme. Je vais me présenter rapidement. Donc, Oumaima Manel, je suis chorégraphe, interprète. J'interprète pour plusieurs compagnies, notamment en ce moment pour le ballet de l'Opéra de Tunis. J'enseigne aussi la danse ici en Tunisie et un petit peu partout. J'ai un parcours de formation voilà, international. J'étais à Pars en Belgique, j'étais au ballet de Lorraine, j'étais dans des compagnies entre la France et la Belgique. Et j'ai tourné pas mal dans le monde avec mes créations et en interprétant pour d'autres compagnies. Voilà. Donc, la femme dans ma nouvelle création MB10, c'est une réconciliation entre la femme, notre histoire. Et la femme est importante et on a une histoire riche avec la femme ici en Tunisie parce qu'on a Alissa, Zézia Leya, on a des noms des noms fondateurs de la Tunisie qui sont des femmes. Aujourd'hui, surtout une réconciliation avec la femme moderne, libre d'aujourd'hui. Parce que je trouve ça universel parce que on ne connaît pas très bien notre histoire, pas forcément, et je veux que tout le monde se retrouve dans mes pièces. Comme je l'ai dit, je ne crée pas que pour défendre les femmes ou quoi que ce soit. Je veux que tout le monde se retrouve, les femmes, les transgenres, tout le monde se retrouve dans mes créations, mais à travers ce
cette vision-là, cette vision de réconciliation de la femme, de son histoire, de son identité. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Voilà, donc la femme d'aujourd'hui, la femme d'aujourd'hui est importante parce que je trouve que nous, les femmes, on multiplie les efforts, on est tout le temps dans un combat pour pouvoir, dans tous les métiers, pas que l'artistique, pour pouvoir se défendre sur beaucoup de choses. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question ou pas. Oui, mais moi, je prends la balle au bon déjà. Est-ce que pour toi, c'est la suite de tes pièces précédentes ou c'est vraiment un nouveau regard ou c'est au contraire la continuité de ce que tu souhaites développer avec cette thématique-là? C'est une suite de ma thématique de femme, parce que j'ai créé un premier solo qui était «Sensuelle si je veux», qui parlait un petit peu de la femme enfant ou de la transition de cette femme-là. Je l'ai écrit il y a 10 ans, il y a même plus, 11 ans. Et après, j'ai créé mon solo Parole de femme sur un ring de boxe. Après, j'ai créé un troisième solo qui est Nid sans limite, avec toute une installation de grillage et de fils de fer à manipuler. Et là, c'est le quatrième solo, c'est MB10. C'est un petit jeu de mots. C'est Mrab Mitrajl. En français, c'est une femme qui fait une fasara. Comment l'expliquer? Une femme qui vaut son homme. Voilà. Voilà. Une femme qui vaut son homme, ça reprend la puissance de la femme tunisienne. Où, la Tunisie est un des pays pionniers par rapport aux droits des femmes. Et c'est vrai qu'au même, tu viens de le dire dans tes pièces, la force de la femme revient souvent, la force et le pouvoir de la femme. Tu parlais du ring dans l'une de tes pièces, tu parlais de Nid sans limite, qui est une installation avec des fils de fer, des barbelés, un peu sur une scénographie d'après-guerre. Est-ce que voilà, sur cette pièce-là aussi, on verra aussi encore, tu le dis, MB10, donc Mrab Bimitraj, donc une femme pour 100 hommes. Est-ce que ça laisse entendre justement la force, pas forcément physique, mais la force de soutien, d'engagement que les femmes tunisiennes ont? Est-ce que c'est ce que tu veux encore démontrer dans ta pièce? Oui, bien évidemment, je trouve que c'est important, surtout par rapport à ce qu'on traverse en ce moment aussi, de défendre toujours ces causes-là et surtout la femme, parce que même en étant une femme artiste, je trouve que de moins en moins, même pas que en Tunisie, mais partout en Afrique ou dans le monde arabe, il y a de moins en moins de femmes chorégraphes, il y a de moins en moins de femmes, même dans les cours par rapport aux adultes, ici en Tunisie, je trouve que il y a un peu moins il y a beaucoup plus de garçons, d'hommes qui veulent faire de ça un métier que de femmes. Et c'est sûr qu'on va trouver cette force-là. Cette force-là, je travaille beaucoup avec des grandes scénographies et j'aime bien être manipulée par des choses et des choses, des matériaux, et on va retrouver ça aussi dans cette pièce-là, Inch'Allah, prochainement dans les premières chorégraphiques. Si tout va bien, s'il n'y a pas encore de confinement, s'il n'y a pas encore des couvre-feux assez tôt, s'il n'y a pas encore… voilà. J'espère qu'on va se retrouver bientôt sur scène, quoi. Mm. Merci, Ouméma. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu, si tu me le permets, Bien sûr. de toi en tant qu'artiste aux multiples facettes, parce que tu es engagée sur plusieurs fronts. On a des gens comme ça au Québec aussi qui le sont, des artistes qui enseignent, qui sont également chorégraphes. Puis en tant que diffuseur, pour nous,
c'est très agréable, en fait, de rencontrer des personnes aux multiples talents comme ça parce que ça nous aide à aller à la rencontre avec nos communautés. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça, Oui. de la chose que tu fais dans ta communauté, puis de quelle façon tu vas à la rencontre de tous ces gens? Oui. En fait, ici en Tunisie, je donne des cours depuis très longtemps. Je donne des cours depuis que j'ai, 16 ans. Ça veut dire, depuis presque 15 ans, je donne des cours un petit peu partout, pas que à la capitale. Je partais, jeune, je prenais le train et cetera pour partir, dans d'autres gouvernorats pour pouvoir partager, mes connaissances parce que moi, j'ai eu la chance de partir tôt, à l'âge de 12 ans, avoir des formations. J'étais à Bates College aux États-Unis, à Boston, pendant un moment pour une petite formation. Je suis partie chez Teresa de Chris Maker. Donc, je suis rentrée spécialement en 2011. J'ai arrêté tout. J'ai arrêté mon contrat avec le Ballet de Lorraine. J'ai arrêté tous mes engagements pour être présente ici en Tunisie et pouvoir développer mes projets. J'ai travaillé avec plusieurs associations. L'association Nesselfan, où j'ai géré un festival. J'étais directrice artistique d'un festival Tunis, capitale de la danse, pendant 2 ans. Je travaillais avec Albadil. J'ai interprété dans le festival Orly. J'ai travaillé avec pas mal de gens ici de la société civile. Et voilà, par rapport à ma communauté ici, je travaille beaucoup avec des jeunes, je travaille beaucoup avec les femmes, sensibiliser les femmes, surtout à la danse, parce que le regard est différent ici en Tunisie, vu qu'il n'y a pas de statut d'artiste, vu que c'est encore très sensible, ces métiers-là qui sont ici en Tunisie, on les voit comme une exposition du corps gratuit ou dans le spectaculaire ou dans le donc par rapport surtout à nos traditions, par rapport aussi à notre religion. Donc c'est vu différemment. Et moi, j'ai essayé tout le temps d'être là pour sensibiliser et pour travailler sur les formations. J'ai pas arrêté, même pendant le Covid, j'ai essayé de donner des cours en ligne, chose qui est difficile même pour moi et même pour eux parce qu'ils se retrouvent pas tous à la capitale. Et j'étais sur un projet sur la formation des formateurs de danse qui donnait des cours dans les centres culturels, dans les maisons de jeunes, un petit peu partout. Et ça s'appelle Transmission. Et j'ai essayé de garder ce lien-là qui est fort ici en Tunisie parce que c'est ce qui me pousse honnêtement tous les jours à vouloir faire plus et à vouloir partager encore plus. Voilà, je ne sais pas si ça répond un petit peu. Ben, c'est extraordinaire. Moi, je le vois vraiment comme un tout, en fait. C'est ça qui est très intéressant avec l'artiste que tu es. Puis, je suis certaine que ce que tu véhicules comme message à ta communauté transparaît inévitablement dans tes créations. On a très hâte de découvrir ce solo, donc MB10, qui va faire première au festival très bientôt en février. Oui, je l'espère. Je l'espère surtout de retrouver la scène. Je pense que c'est très important. Aujourd'hui, avec le Covid, c'est sûr qu'on est en train de réfléchir notre métier et comment nous adapter par rapport à ça. Il y a le digital qui apparaît et c'est génial aussi parce que c'est un moyen, c'est pas la seule solution pour moi, mais c'est un des moyens qui peut l'être, mais reste la scène, le rapport quand même public-scène est très, très, très important. Très important de travailler avec des équipes, de travailler, de retrouver aussi des liens concrets et voilà. Merci beaucoup pour ce beau partage, Oumema. À bientôt, Avec j'espère. plaisir. Oui, on À va se garder bientôt, les... j'espère, pour tout le monde. Oui, on va se garder les questions pour la fin. Oui, Prenez en note vos questions, puis Oumema reste avec nous jusqu'à la fin de la table ronde. Alors, on va maintenant rencontrer
ce danseur chorégraphe qui s'appelle Wael Markni. Alors, bonjour Wael. Es-tu Bonjour, bien là? bonjour. Bonjour. Alors, Ravi d'être là. Oui, j'y vais avec ma question tout de suite. Wael, on vous connaît comme un interprète très solide et renommé, qui a fait ses débuts en danse dans les rues de Tunis. C'est vrai ça? C'est très vrai. Oui. Votre nouvelle pièce pour 4 danseurs qui s'appelle Rbouk puise son inspiration à la fois dans l'univers folklorique tunisien et dans la modernité. Oui. À quoi peut-on s'attendre dans cette mise en scène qui opposera sans doute la tradition et le futur? Donc, voilà, d'abord, le bourg, ça veut dire en fait la transe dans les mariages. C'est un moment de joie et de folie totale, en fait, qui sort de l'intérieur, qui, en fait, on ne contrôle pas. Donc, voilà, moi, comme chorégraphe ou interprète, j'ai commencé, en fait, la danse avec des sensations de transe, de folie, de la force. Et j'ai toujours aimé comprendre cette force-là, comment je peux le mettre sur scène, comment je peux contrôler cette force-là. Donc, après un petit parcours en Europe, j'ai fait ma formation technique et en revenant en Tunisie, j'ai posé la question, en fait, autant qu'un Tunisien qui a commencé la formation en Tunisie, passant à l'Europe, qu'est-ce que je peux donner pour mon héritage? Qu'est-ce que je peux donner pour ma danse tunisienne? Où je peux aller avec en fait mes racines et mes ambitions. Donc voilà, nous avons commencé en fait les répétitions de Rebours il y a un moment. Et surtout, nous avons veillé en fait à ce que toute discipline nécessaire à la création chorégraphique soit présente et en marche en parallèle. Quand je parle comme ça, je parle de design de son, scénographe, danseur, costumière, évidemment moi-même. Donc, tout en collaboration, puisqu'en fait, ce qui m'intéresse dans ce travail-là, c'est la collaboration en fait entre les interprètes, chorégraphes et surtout créer un espace commun dès le début et commencer à rêver et à créer ensemble. Donc, grâce à des réunions, on fait des développements et des réflexions, puisqu'en fait, on a posé beaucoup de questions autour de ça. C'est quoi, en fait, la danse traditionnelle? Ça vient d'où? Ça parle de quoi? Et pour bien comprendre comment je peux développer ce travail-là, donc, on a construit une vision intérieur entre nous pour bien commencer le projet. Donc, le traditionnel vient de nos ancêtres, patrimoine traditionnel tunisien. Aujourd'hui, une mémoire intouchable, à la limite, une répertoire sacrée. Dans notre création, on a beaucoup pensé qu'on nous allons pas toucher ce répertoire d'une façon directe. Nous allons le convertir vers une nouvelle approche futuriste et moderne surtout en le faisant sortir de cette image rouge, de ses règles, de ses bases. On va le déconstruire et reconstruire avec un effet moderne tant au niveau de la danse, la musique surtout et les costumes. Je parle de musique puisque, en fait, imaginez la danse tunisienne après 100 ans, ou je dis après un moment, musique et danse, comment les gens vont bouger. Et surtout avec ce qui se passe maintenant, la Covid-19, et je vois que les corps ne bougent pas. Ça commence à être normal d'avoir des danseurs qui ne dansent pas. C'est avoir normal d'avoir des corps qui jouent dans un 3 mètres carrés installé. Donc, imaginez ça. Dans le futur, c'est un peu compliqué, mais à la fois, il ouvre beaucoup de portes pour moi pour penser autrement par rapport à la situation de corps danseur maintenant. Donc, nous avons suivi des cours professionnels de folklore, puisqu'à la base, tous les interprètes viennent en fait d'une formation classique et contemporain et hip-hop. Donc, nous avons fait des cours professionnels et surtout, on a travaillé sur le rythme. En fait, dans la danse traditionnelle tunisienne, il y a des rythmes avec des noms.
Et donc, on a essayé de prendre chaque rythme, travailler, prendre des cours. Et après, on a commencé vraiment à développer, à déconstruire, à construire et à créer notre vocabulaire. Et ce que je suis en train de faire maintenant, c'est de faire un dictionnaire propre à nous. On a vraiment renommé en fait les pas à nouveau. On a développé chaque pas et donné des noms comme ça, même pour nous, en fait, au futur, ça peut être une référence, ça peut être un développement pour, en fait, sortir l'image de la danse folklorique touristique vers une danse, une danse de recherche, une danse qui peut être dansée par tout le monde et ça ne se nomme pas une danse folklorique, c'est une danse universelle, mais qui sort des racines tunisiennes. Donc, on a aussi travaillé sur le henna. Le henna, chez nous, en fait, c'est la soirée de… Comment on dit ça, Salim, en fait henna, C'est un peu la fête du marié ou de la mariée, la fête d'enterrement d'une garçon ou de jeune fille en Tunisie. Donc, c'était pour nous, en fait, c'est le point de rencontre. Donc, par exemple, on a travaillé comment faire le bisou, comment saluer les gens dans ce henna-là, comment on va imaginer après 100 ans avec ce Covid, avec ce qui se passe maintenant, avec qu'est-ce que je peux imaginer après 100 ans, comment on peut saluer, comment on peut être dans un endroit déjà. Est-ce qu'on accepte d'être touché ou non? Donc, c'était en fait une imagination totale et tout. Donc, au fait, le concept traditionnel et futur ne se pose pas. La tradition est notre concept moteur. Le futur est juste un contexte où nous allons projeter la tradition. Donc, la tradition fera toujours partie de nous, de notre passé, de notre présent et de notre futur. Mais dans le futur, elle aura une nouvelle image, plus froide peut-être, déconstruite, très moderne, simple, un langage universel que je ne sais pas. Après, voilà, je suis en processus de création, je suis en train de vraiment vivre ça et essayer de voir comment ça se passe. Donc, pour conclure, en fait, vous allez vous retrouver en fait dans notre création de quelques scènes de fête de mariage avec une autre vision par rapport à l'utilisation totale du corps. Et surtout, le rencontre de 4 personnages, comment ça va être, en fait, c'est tout simplement ça. Donc, voilà. Ouais, sur tes créations, comme je suis ton travail depuis un moment, sur un des anciens solos qui s'appelait Kufertu, tu mettais aussi en lien la religion avec la danse contemporaine. Est-ce que voilà, cet aspect de culture, quand tu parles de culture tunisienne liée entre la culture arabo-musulmane et aujourd'hui sur les musiques traditionnelles, est-ce que c'est des choses euh, c'est des choses qui t'intéressent dans ton travail pour justement remettre au goût du jour la tradition et la culture tunisienne? Et est-ce que c'est aussi facile de le montrer à un public qui n'est pas tunisien? Parce que c'est vrai que quand tu parles des codes, tu parles de henna, tu parles de pas tunisien, que nous, moi, en tant que Tunisien, j'arrive à imaginer. Mais c'est vrai que si on les projette sur un public occidental ou étranger, est-ce que tu laisses libre cours à leur imagination ou tu mets des codes de lecture? Oui, d'abord, je commence à dire que, en fait, ce qui m'intéresse dans mon travail avant à Coferto, mon solo, là, dans cette création-là, en fait, de poser des questions par rapport en fait notre héritage en fait au Koferto c'était ma place en tant qu'artiste par rapport à l'islam par rapport en fait la liberté de mon corps déjà comment je peux exposer mon corps et être libre et là ce qui m'intéresse ce qui me fait en fait penser à cette création là que la danse traditionnelle tunisienne était toujours vendue comme folklore ou comme voilà l'homme qui bouge son bassin. Donc, et je trouve que c'est pas ça du tout.
Et même l'image, en fait, en Europe, au monde entier, en fait, danse traditionnelle arabe en général, c'est en fait le bassin qui bouge, la beauté, ta, 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 ta. Et moi, en tant que danseur, je sais qu'il y a une flamme intérieure, je sais qu'il y a une autre histoire, que ça n'a rien à voir de bouger juste les hanches, que je veux vraiment le mettre en place et faire voilà, vivre le public cette sensation que je le sens chaque fois que je danse le folklore tunisien. Donc, en passant à la création, en fait, ce code, je sais que c'est difficile pour les étrangers de comprendre ou de sentir qu'est-ce que ça veut dire henna et tout. Et c'est pour ça que j'ai essayé de ne pas perdre tout, en fait, l'ambiance générale de ce henna-là, l'ambiance sonore ou l'ambiance d'énergie, cette ambiance de trance, ce joie qui est toujours présent dans nos mariages tunisiens. Donc, j'ai laissé en fait des petits codes. Comme ça, tout le monde peut lire et faire sa interprétation personnelle par rapport à la création ou par rapport les gestuels que je veux proposer. Merci beaucoup, Wael. J'ai l'impression que cette nouvelle interprétation va nous permettre, nous, d'aller ailleurs, mais de peut-être mieux comprendre, en fait, toutes ces racines-là aussi. C'est peut-être l'objectif. Oui, mon objectif, c'est de vraiment mettre cette danse tunisienne en valeur et vraiment, comme je disais au début, de sortir de cette danse de carte postale que j'aime pas et je voulais vraiment le mettre dans un cadre intéressant et comme ça, tout le monde peut comprendre on vient d'où, on bouge comment et comme ça, je pense, si on se comprend comment on bouge, on peut se comprendre comme des êtres humains. Exactement. Merci beaucoup pour ce riche partage. C'est très, très inspirant. Je suis emballée. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que Hichem est là? Oui. Oui, bonjour Vous Hichem. m'entendez? Oui, on Bonjour, s'entend. ça va? Ça va bien, vous? Oui, tranquille, merci. Tranquille. Parfait. Je vais essayer de prendre cette vibe-là. Donc, Hichem, à un plus jeune âge, vous avez décidé d'aller au-delà des battles en vous intéressant à la danse contemporaine. Dans ce nouveau solo intitulé La Chute, de quelle façon multidimensionnelle souhaitez-vous explorer ce thème? Physiquement, bien sûr, mais encore au-delà des concepts. De quelle façon? Ok. Donc, pour commencer, je me présente. Je suis Hichem Chebli. Je suis un danseur et interprète. Je travaille en ce moment pour le Ballet de l'Opéra Tunis, avec Wael et Omaima aussi. Je donne des cours aussi. Mais je suis très content d'être parmi vous, déjà. Et pour répondre à ta question, déjà pour moi, traiter la chute, c'est pas seulement la chute morale ou économique ou la chute de certaines civilisations ou la chute comme une fin. Moi, on prend le sujet de la chute dans ce solo comme aussi un choix de faire de la chute, d'essayer de être la meilleure version de soi-même, de se débarrasser des mauvaises habitudes. Ça va être vraiment ça le message du solo. Ça va pas être seulement la chute comme une fin, c'est aussi un choix. Et quand on parle de la gestuelle ou la manière dont je vais présenter la chute ou danser la chute, ça va être un mélange entre la sensibilité de la danse contemporaine et l'agressivité de l'hip-hop. Donc, je vais essayer de mettre en danger le corps humain avec une technicité, bien sûr. Donc, ça va pas être vraiment un danger, mais un danger visuel pour le public. Mais je vais essayer de m'appuyer sur la musique qui va être live dans le solo, le texte, la lumière, pour pouvoir montrer ou pour pouvoir danser la chute. Donc, ça va être vraiment ça. Merci. J'ai vu quelques images de votre travail déjà et j'ai perçu que c'était un travail au niveau physique qui était assez acrobatique. Est-ce que je me trompe? Oui, exactement. Puisque je viens
Le background que j'ai, c'est l'hip-hop. J'ai commencé l'hip-hop à l'âge de 11 ans, 10 ans. Et puis, à l'âge de 17 ans, j'ai commencé à toucher à la danse contemporaine. Et c'est là où la danse contemporaine et le physical dance theater aussi. Et c'est là où j'ai commencé à apprécier d'être sur scène et de savoir le pourquoi danser, mais pas seulement bouger ou faire des mouvements acrobatiques. Mais pourquoi danser? Pourquoi faire ces mouvements? Pourquoi? Le pourquoi, je l'ai trouvé dans la danse contemporaine et c'est là où j'ai commencé à développer certaines techniques qui sont entre l'hip-hop et la danse contemporaine. Donc voilà. Merci. Je me Ouais. demandais aussi par rapport à la musique. Vous travaillez avec un musicien, quel type d'instrument joue-t-il et de quelle façon vous interagissez ou non avec... Dans la musique, excuse-moi, dans le vas-y. solo, je vais jouer moi-même de la guitare en live avec un musicien qui fait de la musique électronique. Mais je suis aussi un amoureux de la musique. Je joue un peu de piano, un peu de guitare aussi. Je vais essayer d'introduire ça. Je sais, c'est un peu, je prends ça comme un risque, mais je vais essayer de partager ça aussi et de l'essayer de l'introduire dans la chute. Hichem, toi, tu as beaucoup travaillé en tant qu'interprète avec des compagnies, entre autres avec Safedine Meneri, avec Ravon Mod, avec beaucoup d'autres chorégraphes tunisiens internationaux. Est-ce que je pense que c'est une de tes premières créations? C'est la euh, première création, C'est ta effectivement. première création, exactement. Voilà, comment est-ce que tu appréhendes ça voilà, c'est une première création en solo, tu diriges un musicien. Comment est-ce que tu appréhendes un peu cette première écriture? Est-ce que tu as toujours voulu écrire? Ou est-ce qu'aujourd'hui tu te dis, je vais essayer quelque chose de nouveau après une carrière d'interprète? Exactement. Merci Céline pour la question. J'ai toujours voulu faire ce solo, mais j'ai jamais eu assez d'expérience pour pouvoir me diriger moi déjà. Donc, quant au musicien, je vais pas vraiment le diriger, on va vraiment collaborer ensemble. C'est pas, je vais m'inspirer de lui, je m'inspire beaucoup de la musique électronique. Je vais essayer d'introduire mes techniques que j'ai appris dans la guitare, mais aussi de les mélanger avec la danse contemporaine. Je sais, c'est un peu un risque. C'est une première pour moi, mais je vais vraiment essayer d'être très direct. Je suis le genre d'artiste qui essaye de faire rapprocher la danse contemporaine au public tunisien, puisque comme vous le savez tous, le public de la danse en Tunisie, c'est les danseurs et les familles des danseurs. Il n'y a pas vraiment un public qui va vers la danse, qui s'achète des billets pour voir. Donc, on semble avoir un petit problème technique, Alice. Oui, ben là, je Vous pense. m'entendez? Ah, Excusez-moi. il est de retour. Il est de retour. On a manqué pas mal la fin. Excusez-moi. Vous m'entendez encore maintenant? Oui, Vous c'est Oui, bon. là, m'entendez? ça va. Donc voilà, ça va être ça. Je suis quelqu'un qui va essayer vraiment, comme je l'ai dit, de faire rapprocher la danse contemporaine au public et au grand public. Je suis contre, bien sûr, la commercialisation de la danse contemporaine, mais je pense qu'en Tunisie et un peu partout dans le monde aussi, le public ne s'intéresse pas beaucoup à la danse contemporaine, s'intéresse plutôt à la musique, aux concerts et aux grands spectacles. Donc, le solo va être plutôt divisé en performance contemporaine, bien sûr, mais ça va être très, très proche du public, du grand public. Donc, vous avez un souci d'accessibilité par rapport au public. Tunisie, le public, c'est seulement nous. C'est nous. C'est nous qui part voir les spectacles de nos amis ou nos familles. Donc, il y a pas vraiment un public en Tunisie. De danse, je parle. Céline, peut-être, moi, je suis curieuse de savoir, en fait, ce développement de public-là, qu'est-ce qui a été initié avec tes initiatives, là, bien évidemment, mais de quelle façon ça se traduit? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine amorce qui a déjà été faite à ce niveau-là? C'est vrai ce que dit Hichem par rapport au public de la danse. Très souvent, lorsqu'on présente des pièces, on embrasse tout le public parce qu'on les connaît. Au fur et à mesure de faire du spectacle,
ça devient une grande famille, ce public. Le public à Tunis, on doit aller le chercher. Il ne vient pas facilement au spectacle. Donc, nous, on l'amorce. On l'a amorcé notamment via notre festival qui s'appelle Orly. Donc, Orly, pour ceux qui ne savent pas, c'est Orly en 2 mots, en dehors du lit. On propose des performances chez l'habitant, dans des quartiers où il n'y a pas de théâtre. Et là, justement, on leur a dit, ça ne sert à rien de venir au théâtre parce qu'il n'y en a pas. On va venir vous voir chez vous et on crée des parcours artistiques directement dans les quartiers des habitants en proposant des parcours de 3 performances de 20 minutes où le public va aller voir chez son voisin, sur un toit, dans un salon, dans une cuisine, en dehors du lit, des performances. Et c'est comme ça que le public se crée. Le public se crée également avec le Festival des premières chorégraphies, qui est l'autre festival qui a déjà été mis en place, avec la gratuité de l'accès au spectacle. Ce qui est important aujourd'hui, parce que les moyens restent comme limités, et les moyens pour aller voir un spectacle, c'est encore plus limité. Donc, nous avons décidé d'avoir plus d'aide ou des subventions de l'État ou de partenaires privés pour pouvoir donner un accès gratuit au public et les inviter à venir voir, découvrir. Et on met en place le plus possible des bords plateaux pour échanger avec les artistes sur les questions qui reviennent souvent. Pourquoi est-ce qu'on fait ce travail? Pour qui on le fait? Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on imagine? Et est-ce qu'on fait ce travail parce qu'on n'a pas fait d'études? Ça revient très souvent, ce type de remarques. Et un public, j'allais dire, ça s'éduque pas, ça se nourrit, ça se développe. Et c'est avec tout le travail qu'on met en place depuis des années qu'on va réussir à le développer. Et je rejoins Hichem, aujourd'hui, le public commence à exister, mais il y a encore un travail énorme à mettre en place. Je veux rebondir sur l'histoire de public rapidement. En fait, c'est vrai que notre public, c'est nos élèves, c'est nos familles, etc. Moi, je me rappelle avec Célim et Hichem, on partait danser dans les régions, faire des tournées en été et on faisait des spectacles, pas que des spectacles contemporains. On commençait par un truc hip-hop dans la rue pour attirer les gens et on leur dit que ça sera entre hip-hop et danse traditionnelle. Et quand ils viennent, entre les 2 parties, danse traditionnelle et hip-hop, on fait une pièce contemporaine. Et on a fait ça pendant des années pour pouvoir sensibiliser et travailler ce public-là qui n'existait pas. Et aujourd'hui, je pense que aussi le manque de communication ici en Tunisie par rapport au spectacle et par rapport à ce genre d'événements et l'accessibilité, parce que c'est payant des fois dans des festivals, dans des grands festivals, on trouve que c'est un peu cher par rapport à tout le monde, mais voilà, la plupart des festivals, ils sont gratuits pour la danse ici en Tunisie. Merci Oumaima d'avoir ajouté à ce sujet. En fait, c'est très intéressant de discuter avec nos amis tunisiens parce qu'on s'aperçoit, et là je vois mes collègues diffuseurs, qu'on a les mêmes enjeux ici. Que ce soit en région ou dans les grands centres au Québec, on est constamment en développement de public, même s'il y a des résultats positifs, c'est quelque chose qu'il faut pas lâcher. Donc, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre travail ici. Ça va être super intéressant d'échanger par la suite avec vous pour se partager les bonnes pratiques puis de voir de quelle façon on peut peut-être collaborer à ce que les gens viennent voir nos spectacles. Merci, Hichem. Est-ce que vous aviez envie d'ajouter quelque chose ou Non, ça va. J'attends vraiment impatience les premières chorégraphiques. Ma date est le 17. Je suis très excité à monter sur scène. Déjà, j'ai un spectacle ce dimanche. Et après, il me reste seulement une semaine pour repréparer et finir vraiment le solo. Donc, j'ai hâte et j'espère que ça va vous plaire. Et je suis vraiment content, encore une fois, d'être parmi vous. Et bienvenue à tous qui sont là. Merci, on a hâte de voir votre travail. Puis, je tiens à souligner aussi que dans le cadre de ce festival Célim, il y a des artistes qui ont un parcours peut-être plus étoffé, mais il y a des artistes qui débutent aussi là, comme chorégraphes. Exactement, donc le festival s'appelle les premières chorégraphiques, donc les premières n'est pas des premières œuvres des artistes, ça peut l'être, mais c'est des nouvelles œuvres qu'ils créent. Par exemple, Oumaima, c'est sa pièce numéro je ne sais combien, elle n'en a fait pas beaucoup. Oumaima Hichem, c'est sa première écriture en tant que chorégraphe, mais il a déjà beaucoup été interprète.
En fait, l'idée du festival était de donner aussi une carte blanche à des artistes, d'essayer. Une première, c'est toujours risqué pour un artiste. C'est les premiers retours du public, c'est les premiers retours des professionnels, de la presse. Et moi, j'aurais dit, je ne me considère pas comme diffuseur ou programmateur, je suis avant tout artiste. Et je vous donne une carte blanche pour pouvoir partager, prendre un risque de partager quelque chose de nouveau, de naissant, avec un public, avec des professionnels en toute bienveillance. Merci pour cette belle vision. Alors, on poursuit et on termine déjà avec notre dernière artiste qui s'appelle Ouméma Bari. Ouméma, bonjour. Bonjour Annie, bonjour tout le monde. Alors, Ouméma, votre parcours semble avoir été marqué par des collaborations avec d'autres médiums artistiques, théâtre, arts visuels, musique, écriture. Ce premier solo, Fragment, propose une histoire intime, racontée par un corps aux multiples langages. Qu'avez-vous à nous partager? Oui, alors merci déjà. J'aimerais commencer par remercier Célim et El Bédil pour cette belle opportunité parce que en ces temps difficiles, c'est vraiment dur de trouver des collaborations et de trouver comme ça des occasions pour nous faire connaître en tout cas et pour promouvoir un peu nos nouveaux œuvres artistiques et chorégraphiques. Donc, merci pour cette belle opportunité. Merci à vous aussi pour votre intérêt. Je vois déjà, avant de commencer, je vois qu'il y a une diversité et une différence dans les différentes représentations prévues pour le festival. Donc, ça promet vraiment. Déjà pour commencer, c'est ma première expérience en tant que chorégraphe, il faut le souligner. Donc c'est des premières chorégraphiques, mais c'est ma première aussi dans cette expérience de mise en scène et de concept chorégraphique. Dans ce travail, dans ce nouveau travail, justement, j'ai voulu tout simplement réaliser mes fantasmes parce que durant ces 11 années de carrière quand même dans le théâtre et dans la danse, c'est vrai que j'avais fait beaucoup de collaborations, mais ce qui est frustrant en fait, c'est de ne pas vraiment pouvoir s'exprimer comme on le sent nous. Donc ce solo, c'est comme vous l'avez dit, c'est vraiment c'est un solo intimiste, c'est très personnel, ça parle de moi, ça parle de mes frustrations. Parce que le long de mon processus de création, en fait, au début, j'ai voulu me concentrer sur les gestes trompeurs des gens et les frustrations des gens. Mais après, je me suis dit non, finalement, je dois me concentrer sur moi-même, sur mes propres frustrations, parce que je fais partie aussi de ces gens-là qui vivent justement dans le tiraillement, dans le déchirement entre plusieurs états d'âme, entre plusieurs émotions qui sont contradictoires. Donc, je fais partie de ces gens-là et je vais m'exprimer pour moi. Et je vais justement laisser mon corps s'exprimer pour moi. Donc, ce solo, je vais dire, je vais mettre à l'honneur justement mon corps et les fragments de mon corps, justement. Donc, je vais fragmenter mon corps et encore fragmenter les états d'âme par lesquels passe mon corps, justement. Donc, c'est un processus de travail fait sur moi-même, d'abord en tant que déjà masse corporelle, mais surtout en tant que danseuse et en tant que citoyenne aussi, qui s'exprime et qui a beaucoup de choses à dire. Mais pour une fois, je vais laisser en fait mon corps s'exprimer pour lui-même aussi, parce qu'on a tendance à utiliser ce corps pour s'exprimer nous-mêmes et pour extérioriser ce qu'on nous on ressent. Mais ce corps-là, en fait, on le manipule, mais on ne le laisse pas s'exprimer comme lui il le sent et comme lui il le veut. On retient toujours nos émotions et on se sert de ce corps comme prison de nos émotions. Et moi, je veux vraiment refléter mes émotions et mes sensations via ce corps-là. Donc, il va jouer le rôle, pour une fois, de miroir de mes sentiments, de ce que je ressens, de mes frustrations et de mes non-dits, finalement.
Donc, voilà. Après, en fait, les différentes techniques que j'ai utilisées dans mon solo, c'est des techniques aussi qui ne sont pas du tout complémentaires à mon travail de corps et de chorégraphie, mais en fait, c'est c'est une collaboration en fait entre plusieurs disciplines, à savoir la musique aussi, parce que j'ai travaillé avec un musicien qui m'a suivi depuis le début de mon processus de création chorégraphique, qui est Qais Rostom. Donc, on a travaillé vraiment sur la relation et le rapport entre la rythmique, donc le tempo de la musique, et les mouvements. Il y a aussi le texte aussi qui va accompagner aussi mes pas. Donc, c'est différents volets qui se complètent et qui travaillent en collaboration. Il y a aussi le travail de vidéo performance parce que moi, en tant que danseuse, j'adore beaucoup travailler sur scène, c'est vrai, mais j'adore le travail avec la caméra parce que je sens aussi que le rapport qu'il y a entre le corps du danseur et la caméra, c'est un bel échange en fait, parce que la caméra n'est pas comme le public en fait, où on le met dans un seul angle de vue et il voit les mouvements du danseur via un seul angle de vue. La caméra, euh, elle joue avec le danseur en fait. Et ce rapport-là, j'ai voulu aussi l'utiliser dans ce nouveau solo. Donc, c'est plusieurs techniques-là que je voulais aussi mettre en valeur et que j'ai voulu euh, euh, introduire dans mon travail de danse aussi. Voilà. Donc, ces médiums, ces autres médiums que la danse qui vont être présents dans la pièce, j'imagine, qui vous aident à baliser d'une certaine façon cet état, ces émotions qui pouvaient facilement surgir à l'extrême, peut-être. Est-ce que ces médiums-là vous ont aidé à recadrer un peu la pièce? Oui, exactement. En fait, ça n'a pas fait que encadrer. En fait, par exemple, si je prends la musique, pour exemple, parce que c'est la musique, en fait, qui a joué le rôle de chef d'orchestre, on va dire, parce qu'il y a il y a le tout qui suit le rythme de la musique que j'ai utilisé. Donc, la musique, c'est vraiment primordial et ça orchestre vraiment le tout. C'est-à-dire que les vidéos performances que je vais utiliser, les mouvements de danse aussi que j'utiliserai, tout ça va suivre le rythme de la musique. Donc, ça ne fait pas que encadrer, mais ça a un rôle vraiment primordial. Et je parle de tous les volets que j'ai utilisés dans ce solo-là. Chaque discipline artistique a vraiment un rôle très, très important à jouer dans ce solo. Ouais. Et au même, tu parles de frustration dans ta présentation. Est-ce que ces frustrations, c'est la frustration de toi en tant qu'artiste, mais aussi les frustrations citoyennes par rapport à ton métier d'artiste, à cette liberté d'expression, le fait de pouvoir faire ce que tu veux en profession? Quelles sont ces frustrations que tu mettras dans ton solo? C'est le tout, en fait. C'est le tout. C'est vraiment des états d'âme par lesquels je suis passée. Ben, déjà, principalement en tant que danseuse, parce que j'ai tendance à me fermer, je vais dire. J'ai pas eu l'occasion, même dans mes précédentes collaborations, de m'exprimer comme moi je le ressens vraiment. Donc, c'est des frustrations de danseuse principalement, mais aussi des frustrations de citoyenne, hein, parce que on a toujours tendance à cacher en nous ces émotions fortes, en fait, parce qu'on passe par plusieurs états d'âme, on passe par plusieurs situations. Il y en a celles qui sont difficiles, il y en a qui le sont moins, mais en tout cas, ce corps-là qu'on a supporte vraiment beaucoup de sensations fortes et il y a aussi l'hypocrisie sociale, hein, que je dois souligner, qui n'aide pas vraiment l'âme à se reconnecter à elle-même et à s'exprimer telle que, qu'elle veut vraiment. Donc, oui, c'est des frustrations de danseuse et c'est des frustrations de citoyenne aussi. C'est similaire, on va dire, et ça se ressemble beaucoup.
C'est-à-dire que on va dire que c'est les mêmes frustrations. C'est un peu différent, mais c'est pratiquement les mêmes frustrations. Ça se rejoint. Ça fait appel à ce que vous êtes aussi comme humaine. Exactement. On a très hâte, fabuleux. Je vois tout le monde qui regarde avec grande attention depuis le début. C'est un plaisir. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci aux artistes pour votre générosité. Oumema, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ou est-ce que vous souhaitez, j'ai de la misère, je vous aime tellement que je vous tutoie déjà, je vais arrêter ça. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ou si nous pourrions ouvrir à la salle, à l'assistance pour des questions? Non, je veux rien ajouter à part le fait que j'ai vraiment hâte de vous retrouver tous, de retrouver mes amis danseurs ici présents, de retrouver la scène, de retrouver le public et de pouvoir aussi vous rencontrer en vrai. En tout cas, j'espère. J'espère que ça ne durera pas plus longtemps parce qu'on commence vraiment à s'impatienter en fait. Mais j'espère vous retrouver très bientôt. Et ça promet, je vous promets que ce festival on vous promet beaucoup de belles choses, en tout cas. Merci beaucoup, Oumema. Merci à vous. Céline, À tu toi. vas... Plaisir. Céline, tu vas nous revenir aussi avec les coordonnées du festival, comment s'y rendre virtuellement et tout? Voilà, je vais revenir vers vous avec comment s'y rendre, comment soutenir le festival, comment garder le lien avec les artistes. Je pourrais vous faire un petit mail récapitulatif que je pourrais vous partager, ou Alice pourra très certainement le partager à la communauté. Oui. Merci. Donc, je crois qu'on est prête à ouvrir. Merci Stéphane pour ton pouce en l'air. Et j'irai avec Alice. Donc, est-ce qu'on a une première question? Oh, on a Pierre-David bien présent et motivé qui a une question. Vas-y, mon cher. Oui, ben, j'ai une question pour Wael, qui nous a beaucoup parlé du travail sur les danseurs folkloriques. Et j'aurais aimé savoir comment se passent les échanges avec ces gens-là, est-ce qu'ils sont déjà en lien avec la danse contemporaine? C'est quoi leur réaction, leur intérêt? Salut Pierre. Tout d'abord, je commence à dire que c'est pas facile du tout puisque en fait, les danseurs traditionnels maintenant en Tunisie, en fait, professionnels, sont pas beaucoup déjà. Il y a